qui a réellement bâti les portes noires du Mordor bien avant le retour de Sauron ? Une forteresse colossale de fer et d'ombre érigée à une époque où le Seigneur des Ténèbres semblait avoir disparu. Mais rien en Terre du Milieu n'arrive par hasard, et l'histoire de ces portes est bien plus sombre et surprenante que beaucoup ne l'imaginent. Si vous êtes prêts à plonger avec moi dans les profondeurs du Mordor, alors attachez vos ceintures, car nous allons ouvrir une porte sur un secret connu de quelques-uns seulement. Et avant de partir comme une communauté de l'anneau nouvellement formée, abonnez-vous à la chaîne et aimez la vidéo pour que notre petite alliance devienne plus forte que les murs de Barad-dûr. À l'approche des portes noires, une question se pose, enfouie sous la poussière du Mordor depuis des siècles. Comment ces forteresses gigantesques, à la construction irréprochable, ont-elles pu être bâties à une époque où Sauron ne régnait plus physiquement sur son royaume ? Après la défaite du Seigneur des Ténèbres lors de la bataille de la Dernière Alliance, le Mordor semblait au premier abord désert, une terre morte sans chef. Mais cette impression est trompeuse. Le Mordor n'a jamais été véritablement vide, il était simplement en attente, tapi dans l'ombre comme un animal guettant son heure. Les chroniques nous apprennent que la défaite de Sauron, bien que retentissante, n'était pas définitive. Son esprit planait encore sur la terre du milieu, faible mais non anéanti, et ses cultes de serviteurs n'ont pas disparu non plus. Dans les recoins obscurs des terres désolées, à l'ombre d'Efel-Duat et autour du cœur mort de Gorgoroth, ceux qui avaient servi Sauron continuaient de vivre. Ils étaient dispersés, affaiblis et mal organisés, mais leur foi en le Seigneur des Ténèbres était restée intacte. Certains de ces groupes étaient d'anciens clans orques ayant survécu au cœur des forteresses montagneuses. D'autres étaient des humains venus de l'Est et du Sud, des tribus du Rhin, du Harad et du Khand, alliés à Sauron depuis des générations. Mais même cette explication est insuffisante. Les portes noires Morannon ne sont pas de simples barricades improvisées. Elles témoignent d'une maîtrise stratégique exceptionnelle, une structure conçue pour contrôler en permanence la frontière du Mordor et repousser tout ennemi. Quiconque a érigé ces portes devait posséder une organisation, des ressources et une loyauté sans faille. Cela suggère une puissance bien supérieure à celle d'un groupe d'orques dispersés. Et c'est précisément là que l'ombre commence à s'épaissir, car dans les années qui suivirent la chute de Sauron, des êtres réapparurent en Terre du Milieu dont le pouvoir aurait pu orchestrer ces œuvres sinistres, les Nazgûl. Les spectres de l'anneau, liés à leur maître, ne furent pas anéantis par sa chute. Ils perdirent leur forme physique mais revinrent après un certain temps, invisibles mais actifs, animés par une volonté inébranlable de préserver le Mordor et de préparer le retour de Sauron. Les traditions orientales en particulier évoquent des silhouettes ténébreuses se mouvant dans l'ombre de Dol Guldur et d'écoles orientaux, certains chroniqueurs affirmant même qu'elles commandaient les créatures dispersées restées au Mordor. Durant cette période de transition, des forces dépassant la simple puissance physique étaient à l'œuvre. C'est l'interaction d'alliances ancestrales, de cultes secrets et de l'influence invisible des Nazgûl qui façonna le Mordor et créa finalement les conditions nécessaires à la construction des portes noires. Avant même que le regard de Sauron ne se pose à nouveau sur le Mordor, la terre était déjà ordonnée en son nom, comme si les ombres elles-mêmes en avaient pris le pouvoir. Après la bataille finale et la destruction du corps de Sauron, un bref instant de soulagement parcourut le sud. Le Gondor établit des garnisons, patrouilla ses frontières et espéra que les ténèbres s'étaient à jamais dissipées. Mais le Mordor était une terre qui ne s'ouvrit jamais vraiment à la lumière. Ces déserts demeuraient inhospitaliers, empoisonnés par des siècles de magie noire, et même sans souverain visible, la terre semblait imprégnée d'un désir silencieux et inexplicable. Le Mordor n'est pas simplement un lieu, c'est un état d'être, un écho de la volonté qu'il a créée. Le Gondor s'efforçait de veiller. Les forteresses de Cirith-Gorgor et de Durtang, toutes proches, rappelaient sans cesse que le mal, même affaibli, restait dangereux.
Pourtant, il était impossible aux hommes de l'Ouest de contrôler pleinement les rouages du Mordor. Ces gorges étaient trop profondes, ces plaines trop vastes, et ces cavernes et crevasses où rôdaient des créatures obscures, trop nombreuses. Un cadavre sans cœur peut encore trembler, et c'est précisément ce qui s'est produit au Mordor. Tandis que les humains veillaient aux frontières, un autre rythme régnait au cœur du pays. Les vestiges épars des fidèles de Sauron, orques, guerriers égarés venus de l'Est, adeptes de cultes s'accrochant à d'anciens rituels, se regroupaient lentement. Non pas ouvertement, ni de façon organisée, mais comme des flocons de suie emportés par le vent dans une même direction. Nombre de ces êtres n'avaient jamais appris à vivre sans la volonté d'un maître. Ils recherchaient une structure, des ordres, un pouvoir capable de les modeler et de les contraindre. Et même si Sauron était affaibli, son influence n'avait pas disparu, mais planait comme un voile ténu sur les vallées obscures. En cette période d'attente et de transformation, le Mordor commença à se réorganiser. Des récits d'archives anciennes décrivent une activité étrange. Des forges plongées dans l'obscurité se mirent à briller à nouveau, des tunnels furent approfondis, des chemins furent sécurisés comme en préparation d'un événement capital. Au premier abord, tout cela ressemblait au mouvement chaotique de créatures affaiblies. Mais plus on observait, plus une structure, une direction se dessinait. C'était comme si un commandant invisible regroupait son armée silencieusement, patiemment, inlassablement. Les puissances politiques entourant le Mordor réagirent différemment. Tandis que le Gondor était épuisé et peinait à maintenir ses frontières, les royaumes du Rhin et du Harad renaissaient. Ces royaumes n'avaient jamais complètement rompu la tradition de servir Sauron. Ses promesses de pouvoir, de terres et de vengeance avaient laissé des traces profondes. C'est ainsi que des clans, des chefs et des guerriers retournèrent volontairement dans les terres désolées pour renouer les anciennes alliances, même en l'absence du Seigneur des Ténèbres. La loyauté peut être plus tenace que la peur, et dans les contrées de l'Est, le souvenir de l'époque où l'ombre de Sauron offrait protection et force était vivace. Ainsi, le Mordor renaquit non seulement physiquement, mais aussi culturellement. Une nouvelle alliance silencieuse se forma, affaiblie, certes, mais déterminée. Tous ces mouvements convergent vers un même objectif, la préparation d'une terre qui attendait le retour de son maître. Bien avant que l'esprit de Sauron ne reprenne forme physique, le Mordor lui-même commença à aiguiser ses crocs et à reconstruire ses murailles. Alors que nous abordons la véritable question, qui a construit les portes noires avant que Sauron ne reprenne sa forme, il nous faut examiner de plus près les forces à l'œuvre au Mordor durant cette période, car le Morannon n'est pas l'œuvre de mains ordinaires. C'est une construction qui exige planification, expertise militaire, ressources et une discipline de fer. Ériger un tel rempart requiert non seulement de la main-d'œuvre, mais aussi une volonté qui oriente ce travail vers un but commun. Et c'est précisément là que le brouillard commence à se dissiper. Tout d'abord, il y avait les orques qui ont survécu dans les ruines du Mordor. Ils étaient assez nombreux pour accomplir les travaux manuels les plus pénibles, mais il leur manquait quelque chose d'essentiel, la capacité de concevoir un système défensif aussi complexe. Les orques savent détruire, creuser, transporter et forger, mais ils ne planifient pas. Chaque construction majeure de l'histoire du Mordor n'a été possible que sous l'impulsion d'une volonté supérieure qui leur a inculqué des ordres. Sans cette volonté, ils seraient comme à rester au mieux une masse sauvage et désorganisée. Il y a ensuite les hommes du Rhûn et du Harad, alliés de Sauron depuis des générations. Contrairement aux orques, ils étaient organisés, maîtrisaient l'art du siège et étaient capables d'édifier des structures complexes. Certains récits suggèrent que des groupes venus de l'Est retournèrent au Mordor durant les siècles qui suivirent la chute de Sauron pour honorer d'anciens pactes. Ces hommes possédaient le savoir-faire nécessaire, mais la question demeure, auraient-ils érigé une porte aussi monumentale de leur propre initiative ?
sans récompense garantie, sans maître visible, se fiant simplement au retour de l'ombre. Possible, mais peu probable, et ainsi nous abordons inévitablement ces êtres qui, bien qu'incorporels, exerçaient encore une influence, les Nazgûl. Les spectres de l'anneau revinrent peu à peu au cours des siècles qui suivirent la chute de Sauron, liés par la volonté unique qui ne les avait jamais libérés. Même affaiblis, leur maître demeurait indissociable du Mordor. Leur influence était subtile mais indélébile. Un seul ordre d'un Nazgûl suffisait à organiser les orques, à rassembler les humains et à mettre en œuvre de sombres desseins. Il existe des preuves que Khamûl, le second des 9 en particulier, a contrôlé par moments les territoires orientaux. Sa présence est mentionnée dans des descriptions anciennes comme une ombre à l'est, une force qui donnait des ordres en silence, mais qui inspirait la crainte. Si quelqu'un était capable d'unir les différentes factions du Mordor, c'est bien les Nazgûl, non pas en tant que commandants visibles, mais comme des forces invisibles et irrésistibles qui imprégnaient le pays. Partout où ils apparaissaient, l'ordre succédait au chaos et un dessein commençait à se dessiner. Ainsi, une image se dessine, bien plus claire que le brouillard qui enveloppe habituellement le Mordor. Les portes noires furent vraisemblablement construites par une alliance d'orques survivants, d'hommes loyaux venus de l'Est et du Sud, et sous la présence vigilante et bienveillante des Nazgûl. Les orques accomplissaient les travaux les plus pénibles, les hommes apportaient leur expertise technique, et l'ordre invisible qui les unissait tous émanait des Nazgûl. Cette explication s'intègre harmonieusement au récit et explique simultanément pourquoi le Mordor recouvra si rapidement sa puissance après le retour de Sauron. Les portes étaient déjà en place, les chemins préparés, les forteresses occupées. Le Mordor bâtit en secret, non au nom d'un souverain visible, mais par obéissance à une volonté qui ne s'était jamais vraiment éteinte. Lorsque nous rassemblons tous ces indices, les serviteurs dispersés de Sauron, les cultes nouvellement éveillés de l'Est, la présence silencieuse des Nazgûl, une image se dessine, bien plus qu'une simple conjecture. Morannon n'était pas une construction spontanée, une tentative chaotique de fortifier les frontières du Mordor. C'était un projet mené avec patience, une détermination sans faille et une volonté plus forte que n'importe quelle créature ayant participé à sa création. La Porte Noire, telle que nous la découvrons dans les chroniques, n'est pas qu'un symbole de puissance militaire. Elle témoigne du fait que l'influence de Sauron a perduré même après son absence. Les portes se dressent précisément au point de rencontre du Gondor et du Rhovanion, un passage stratégique crucial de toute une vie. Un tel emplacement n'est pas le fruit du hasard. Il exige une connaissance approfondie de la géographie, de l'art de la guerre et une planification à long terme. Aucun orc, aucune tribu humaine de l'Est n'aurait pu accomplir cela seul. La Porte Noire, telle que nous la découvrons dans les chroniques, n'est pas qu'un symbole de puissance militaire. Tout porte à croire que la volonté de Sauron, même informe, continuait de donner des instructions transmises par les Nazgûl, ses bras invisibles. Là où le Seigneur des Ténèbres ne pouvait parler lui-même, son esprit murmurait à travers ceux qui étaient sous son emprise depuis des siècles. Ainsi, un plan fut élaboré bien avant que Sauron ne relève la tour de Barad-dûr. Cette découverte confère à Morannon une profondeur presque troublante. Les portes n'étaient pas commandées par un souverain vivant, mais par une idée, une ombre qui n'avait jamais vraiment disparu. Que le Mordor soit redevenu une redoutable machine de guerre en un temps record après le retour final de Sauron n'est pas un hasard. Le terrain avait été préparé depuis longtemps, des routes étaient tracées, des points de ralliement établis, et au-dessus de tout se dressaient les portes noires, promesse silencieuse du retour de l'âge des ténèbres. Et c'est précisément ce qui rend l'histoire des portes si fascinante. Elles incarnent la persistance du mal en terre du milieu,
Il n'a besoin ni de forme physique, ni de trône, ni de commandant visible. La volonté de plonger le monde dans les ténèbres suffit, et ceux qui sont prêts à la servir, même si ce n'est qu'un murmure porté par le vent. En ce sens, les Portes Noires sont un monument à ce qu'était véritablement Sauron. Non seulement un souverain, mais une puissance qui, même affaiblie, ne s'est pas évanouie, mais a continué d'œuvrer, de façonner, d'attendre. Morannon était l'invitation à son retour, puissant, inévitable et bâti en secret. Si ce voyage au cœur des ténèbres vous a plu et que vous souhaitez poursuivre votre exploration des secrets cachés de la Terre du Milieu, abonnez-vous à la chaîne et aimez la vidéo, car c'est ainsi que l'on allume une lumière qui ne s'éteindra jamais, même dans les ténèbres du Mordor. À la prochaine, que votre chemin reste sûr, même si les ombres s'allongent.